Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France comme chaque vendredi soir. C'est l'actualité de notre beau pays avec les correspondants de la presse étrangère. Ce soir, on vous propose une spéciale. On se penche sur le quotidien des Français en regardant les transports. Alors grève dans les aéroports cet été, les bouchons en voiture cet automne, les transports en commun qui explosent. Les causes évidemment sont nombreuses. Le mal des transports en France et puis est-ce que c'est mieux ailleurs? On en parle ce soir avec Birgit Holzer, ich bin deutsche Journalistin. Juan José Dorado, periodista español en París. Eva Morletto per Grazia Italia. Et aussi avec nous ce soir, et c'est un plaisir, le journaliste de RTL Arnaud Touche, dont la voix vous est si familière. Il est l'éminent spécialiste du transport sur RTL et il va se présenter dans sa langue maternelle, je dirais Arnaud, le platt. Bah oui, guten Abend, ich bin Arnaud Touche, ein französischer Journalist für RTL Radio in Paris. Voilà. Bonsoir, merci à tous les quatre d'être là pour Ils refont la France. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton. Et à la une ce soir, le grand bazar des transports. Le transport en commun, ça craque de partout. Le train, on verra si c'est mieux ailleurs. En voiture électrique, Simone. Et puis la polémique du char à voile. On va voir ce qui se passe pour le PSG. Allez. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. On est vraiment entassés, ouais, en effet. Il y a beaucoup plus de monde et tous les jours de la semaine, même le samedi, le dimanche, enfin c'est tout le temps, quoi, ça ne s'arrête pas. Je suis en colère parce que je paye mon ticket, je paye 75 € tous les mois et je ne peux pas monter dans un bus. Alors 2 ans après la pandémie et l'avènement du télétravail, 20% des Français empruntent les transports en commun pour se rendre au boulot. Et plus encore avec l'envolée du prix de l'essence. Mais trains supprimés, bus au dépôt, rames bondées. Depuis la rentrée, les conditions de voyage pour les usagers se sont nettement dégradées en France. C'est un peu comme si c'était la grève tous les jours. Dans tous les pays, des conducteurs de cars, de bus, de métro, de trains manquent à l'appel. On écoute Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Le 20 juin, dans la région des Hauts-de-France, 126 suppressions de trains. 126, soit un taux de suppression de 10%, là où il devrait être à moins de 3%. Ce qui me marque le plus, c'est qu'il y a une forme d'abattement de la part des usagers qui en sont à s'étonner quand les trains arrivent à l'heure. S'étonner quand les trains arrivent à l'heure. Arnaud Touche, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que depuis les 8 derniers mois, sur les 8 premiers mois de l'année, plus de 11 000 trains ont été annulés à la dernière minute quand même dans la région des Hauts-de-France. C'est des trains entre Lille, Valenciennes, Creil et Beauvais. Il y a des gens qui prennent évidemment ces lignes-là tous les jours. C'est des suppressions qui sont insupportables, bien sûr, pour les usagers, à tel point que le ministre des Transports s'est saisi du dossier. Il est allé voir aussi Xavier Bertrand il y a quelques semaines pour tenter de trouver des solutions. On l'explique notamment par un manque de conducteurs, manque de motivation aussi pour ce métier-là, parfois mal payé, mal considéré aussi. Les contrôleurs aussi, on a du mal à en trouver. Vous le savez, SNCF a d'ailleurs fait une campagne récemment parce qu'ils se font régulièrement agresser. C'est vrai que ça séduit de moins en moins, mais pourtant on en a besoin de ces conducteurs et de ces contrôleurs au quotidien. Alors Birgit, quel est votre regard sur le transport ici ? Alors pour l'instant, on parle vraiment des transports, des trajets pour aller au travail, des trajets du quotidien. À Paris. Non, pas à Paris, dans toute la France, puisque ce que relatait Arnaud, c'est dans les Hauts-de-France, mais c'est aussi en région PACA, en Rhône-Alpes. Et vous trouvez parfois, j'avais lu ça dans l'enquête qui avait été publiée dans Le Monde, des 600 personnes dans des rames qui peuvent en contenir 300. Quoi. Donc c'est dans toute la France en fait. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a une différence entre effectivement l'offre de la SNCF et les problèmes notamment à Paris ou dans d'autres villes avec les trains locaux. Moi, je pense quand même qu'on part de haut en France. Donc, je parle surtout de Paris parce que c'est ce que je connais. Il y a 2 fois où vous êtes arrivé en retard. En retard à cause du métro, parce que j'ai pas trop l'habitude en fait. Et j'habite à la ligne 8 et apparemment il y a des saucisses que j'ai pas captées parce que je prends beaucoup le vélo, comme je suis allemande. Mais en fait, le réseau parisien est quand même très très large. Il fonctionne très bien. On a l'habitude qu'un métro vienne tous les 3-4 minutes. Quand je vais en Allemagne, quand je vais à Munich, j'attends parfois 10 minutes, 15 minutes et c'est normal en fait. Et je paye 3,50 €. Du coup, moi je pense que l'offre en soi est bonne, mais la situation effectivement se dégrade. Donc on peut pas dire tout va bien. Mais ces soucis avec les trains locaux,
on les connaît aussi en Allemagne. Donc je pense que c'est un problème qui traverse l'Europe. Juan José, vous êtes d'accord avec Birgit? Oui, alors c'est vrai, c'est très particulier en France quand même. Ça reste assez particulier. Moi, la seule chose que je prends pas, c'est le vélo, mais je prends la voiture pour aller travailler ou je prends le métro tous les matins. Et parfois, il m'arrive de venir de Normandie très tôt le matin avec un TER pour venir travailler à Paris. Alors, quand vous prenez le métro le matin, ils sont bondés. Peu importe l'heure à laquelle vous le prenez le matin, je le prends vers 6h30 du matin, ils sont bondés. Il y a du monde partout. En plus, ils sont pas très propres. Peut-être on pourra parler par rapport à d'autres métros dans d'autres villes européennes. La voiture, je vous dis pas, tous les autoroutes qui débouchent sur Paris, c'est impossible quand je vais en voiture. Pour faire 15 km, je mets pratiquement 50 minutes pour faire les 15 km de chez moi jusqu'à mon bureau. Et puis, quand je viens le matin avec le TER, c'est là où j'ai remarqué effectivement le manque de train parce qu'il y a quand même pas mal des Normands qui prennent le train le matin pour arriver à Paris en 2 heures et travailler. Et à une ou deux reprises, je me suis retrouvé avec des dizaines de personnes en gare sans pouvoir prendre le train parce qu'il avait été annulé. Une heure avant, quand vous êtes arrivé, on vous annonce qu'il est supprimé. Donc, effectivement, il y a un problème très spécifique, peut-être à une grande ville comme Paris, parce que ça reste une grande ville. En Espagne, on est 20 millions de personnes en mois, et donc forcément, ça se voit. Mais c'est vrai que vous avez un traitement des transports en commun qui, parfois, ne nous fait pas rêver, sincèrement. Eva ? Moi, ça me fait rêver, par contre. Ah bon? Parce que, en Italie? Alors, si je compare, par exemple, à une ville comme Rome, où on a pratiquement la moitié des bus qui circulent dans la ville qui ont plus de 15 ans. On a les métros des rails qui datent de plus de 40 ans, alors qu'on serait censé au moins les changer avant 30 ans. Et on a régulièrement des accidents, des incendies qui viennent l'été quand il y a la canicule, parce que les bus, à un moment, il y a quelque chose qui explose. Et donc, du coup, le service français, c'est vrai qu'il y a une énorme différence quand même entre Paris et le reste de la France, dans le sens qu'on a quand même la possibilité à Paris d'habiter loin en banlieue et de venir travailler tous les jours, ce qui n'est pas le cas par exemple dans aucune ville italienne, sauf peut-être Milan, où il y a des trains de banlieue qui sont assez efficaces, et encore il y a quand même des plaintes régulières parce qu'il y a régulièrement des dysfonctionnements, mais un service quand même efficace qui porte d'une banlieue à 50-60 km, arriver travailler en ville tous les jours, c'est quand même assez performant, je trouve, par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays. En France, Arnaud, en plus, on paye que 20 ou 25% du prix réel du billet, non? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, la SNCF, au fond, est subventionnée grâce à nos impôts. C'est à peu près ça, c'est à peu près 20%. La SNCF, elle a coûté 18 milliards d'euros en 2021. Si on rapporte ça aux Français, c'est à peu près 275 euros par Français. Donc, effectivement, quand on paye un billet, il y a 20% en réalité qu'on paye réellement. Tout le reste, c'est l'État. Et en gros, le TER est 3 fois moins cher que ce qu'on devrait payer au global. Et oui, c'est ça, parce que, par exemple, une carte coûte 75... une carte à Paris, ça coûte 75 euros par mois, et à Londres, c'est 75 livres, mais toutes les semaines. C'est-à-dire qu'en France, on paye quand même... je veux dire qu'on paye pas cher le transport. Alors, il y a des problèmes de Est-ce que la solution, c'est d'augmenter les tarifs? C'est ce qui va peut-être arriver, d'ailleurs. Ça peut arriver. Ça va arriver, même, j'ai envie de vous dire. Reste à savoir quand, mais très probablement au 1er janvier 2023. On se dirige plutôt vers un pass Navigo aux alentours de 90 euros. C'est pas du tout négligeable. Après, il faut aussi expliquer que le pass Navigo n'a pas augmenté ces dernières années. Valérie Pécresse ne voulait pas l'augmenter. Promesse électorale. Mais là, cette fois-ci, elle n'a plus le choix. Alors Arnaud, est-ce que vous allez nous rassurer? Est-ce qu'il y a des travaux massifs là dans tout Paris en ce moment? Est-ce que le Charles de Gaulle Express sera prêt pour 2024, les JO? Non, je suis désolé. Non, pas du tout. Effectivement, il devrait être inauguré en décembre 2023. Pour rappeler à nos éditeurs ce que c'est le Charles de Gaulle Express, c'est tout simplement un train entre l'aéroport Charles de Gaulle direct qui va dans le centre de Paris. Ça existe quand même dans pas mal de capitales, excusez-moi, mais là on n'en avait pas à Paris. Il devait être inauguré en décembre 2023. On est plutôt sur 2026 désormais, donc on est très loin. 2026 ? Oui, et figurez-vous que c'est pas du tout près alors pour les JO. Pas vraiment. Il y avait plusieurs choix effectivement, parce que soit en fait on mettait le paquet sur ce chantier-là, et du coup le RERB, il y avait des coupures, et vous le savez, le RERB étant déjà surchargé, et on a fait le choix en fait de privilégier le RERB, et du coup on a allongé les délais pour le Charles de Gaulle Express. Mais c'est en fait Elisabeth Borne, qui était ministre des Transports, qui l'avait annoncé, ce retard-là. C'est une vraie anomalie française. Madrid, Barcelone ont des lignes des métros
qui vont jusqu'à l'aéroport. Mais bien sûr, mais dans toutes les grandes... Mais c'est une vraie New York anomalie aussi, française. Il y a quelques années, vous avez eu l'opportunité de corriger ça et vous avez inventé ce qu'on appelle le Orlyval. Qui ne résout pas du tout les problèmes. Non, mais c'est vrai, au lieu de construire un truc qui va jusqu'à l'aéroport d'Orly, vous construisez un truc qui est entre l'aéroport et une ville des banlieues. Donc en fait, voilà. Non, mais c'est une vraie anomalie française. Allez, une anomalie française. Et dans l'instant, on va continuer à parler du train. Focus sur la SNCF. Et j'entends siffler. Est-ce que le train, c'est mieux ailleurs? On en parle tout de suite sur RTL. RTL, Sie erfinden Frankreich neu ils refont la France. avec Anaïs Bouton. Anaïs Bouton. Ils refont la France sur RTL. Avec nos correspondants étrangers, Birgit Holzer, Elva Morletto, Juan José Dorado et puis notre journaliste RTL spécialiste de la question. On parle transport, il s'appelle Arnaud Touche. Eh oui, les Français et le train, c'est un peu je t'aime moi non plus. La satisfaction des usagers s'est détériorée au cours des dernières années, mais 7 Français sur 10 considèrent malgré ça que le train est un moyen de transport extrêmement attractif. On s'intéresse donc à ces TGV, Arnaud, 750 trains par jour, 300 000 voyageurs. À quoi la SNCF doit-elle faire face? Alors là, on parle plus que des transports en commun, on parle des voyages d'agrément, des voyages de business. Tout à fait. Vacances et professionnels. Et déjà, elle doit faire face au nombre croissant de voyageurs parce que c'était déjà tout simplement le meilleur été, un été record pour la SNCF. Les Français, ils aiment le train. 23 millions de voyageurs ont été transportés sur les grandes lignes. C'est 10% de plus qu'en 2019, c'est-à-dire avant Covid. Donc les Français, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils aiment le train, ça c'est certain. Et même dans les TER, la fréquentation, c'est-à-dire les TER en région, plus 15%. Il y a aussi un problème d'entretien du réseau. Il y a 28 000 km de rails en France. C'est un réseau qui est vieillissant, évidemment. On parle d'un réseau en étoile, on le disait tout à l'heure, tout part quasiment de Paris, ensuite vers la région. Tout ça, évidemment, faut l'entretenir. Et évidemment, il y a la concurrence. Forcément, ça, c'est un des défis majeurs que va devoir affronter la SNCF. Alors, quand on parle de concurrence, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers Eva Morletto. Mais bien Pourquoi sûr. Parce que l'Italie est venue... en Frecciarossa jusqu'à Paris. Voilà, donc il y a ce train, le Frecciarossa de Trenitalia, qui a conquéri une partie du marché en France. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 10 voyages par jour qui ont été mis en place, dont des... C'est sur une ligne quoi? Turin, C'est Lyon, Paris. Milan-Paris. Donc, et il y a des trains qui vont seulement entre Paris et Lyon. Donc, ils font cette traite-là en un temps très rapide. C'est une dynamique qui a porté des prix très concurrentiels. J'en sais quelque chose parce que je prends régulièrement ces trajets. Et finalement, c'était un peu le but aussi de la part de SNCF, en s'ouvrant à des concurrents étrangers, de reporter, comme il disait l'administrateur délégué il y a un an, il disait les concurrents, c'est pas les chemins de fer étrangers, c'est plutôt la route, dans le sens pour pouvoir augmenter le nombre de passagers sur les trains. Et en effet, ça a été un peu, c'était un peu un pari gagné sur ce profil-là. Après, il faut voir, parce que quand on investit, par exemple, sur des traites, comme c'était le cas de l'Italie, sur le Frecciarossa, donc ce train qui est un peu symbolique de la haute vitesse en Italie, parfois, la chose négative, c'est qu'on désinvestit sur des lignes mineures. Et c'est un peu... Voilà. C'est la même chose en France, Arnaud. Oui, c'est bien le problème. Oui, voilà. Et si je peux citer quelques cas en Italie, parce qu'il y a une énorme différence dans les régions où il y a cette haute vitesse et des régions comme dans tous les suds où il n'y a pas. Et il y a, par exemple, ce fameux Intercity 721 qui lie les villes de Messine à Syracuse qui, en 8 mois, a cumulé 100 heures de retard. C'est quand même énorme. Et comme ça, d'autres exemples. Il y a un Intercity qui va de Rome à Palerme qui a régulièrement une demi-heure de retard. Toutes les lignes qui ne sont pas concentrées sur la haute vitesse, il y a toujours des dysfonctionnements. Alors, l'Italie est venue en France pour amener des trains, mais la France est allée en Espagne. Juan José, vous êtes content de la SNCF? Oui, je pense qu'un certain nombre d'usagers sont contents, mais là où on n'a pas tout dit encore, c'est que... Et pourquoi les Espagnols vont venir en France, ou les Français vont en Espagne, ou les Italiens sont venus en France? Parce que la SNCF avait des partenariats avec les Italiens, partenariats que la SNCF a dénoncés. Elle avait un partenariat avec l'Espagne, que la SNCF a dénoncé, et qui se termine le 12 décembre prochain, et ce qui a obligé aussi les autres grandes compagnies ferroviaires à se dire, écoutez,
on va essayer d'aller en France. Donc, l'Italie a commencé. Donc effectivement, Ouigo s'est installé en Espagne, c'était en mai 2021. Ouigo en France, c'est un peu la 3e classe, Arnaud. C'est un peu ça, effectivement, même si c'est un succès incontestable pour le coup. Oui. Ça, c'est très Parce clair. que c'est pas cher du tout. C'est pas cher, effectivement, même si les conditions de remboursement sont beaucoup plus difficiles que les autres. Oui. Alors Ouigo s'est installé là-bas, qui a fléché un segment de la population plutôt de très bas prix. C'est ce qu'ils sont cherchés sur la grande vitesse, parce qu'essentiellement, c'est la grande vitesse qui les intéresse. Depuis aujourd'hui, les Italiens des Transitalia avec Irio viennent de s'installer en Espagne. Aujourd'hui, entre la ligne Madrid et Barcelone, aujourd'hui commencent justement les trains italiens. Donc il y a 3 compagnies. Mais vous savez, le réseau les plus dense en Europe de ferroviaire, c'est l'Espagne. Et c'est le 2e plus grand au monde en grande vitesse. C'est l'Espagne. Devant la France. Et est-ce que nous ça avons marche beaucoup chez plus vous de kilomètres. Ça marche ? Et ça marche parce que, déjà, comme je disais, on a 20 millions de moins des personnes. Donc, on a moins de voyageurs parce que nous, on fait grosso modo à 1,3 million, 1,4 million par jour des voyageurs qui vont avec l'Espagne. Mais ce qui est vrai, c'est que les prix ont baissé. Aujourd'hui, on va de Madrid à Barcelone, grosso modo, et vous pouvez le faire avec les Italiens aujourd'hui à 38 € aller-retour. Waouh. Alors à propos de prix, on se tourne tout de suite vers l'Allemagne parce qu'on a entendu tout l'été, les Allemands, le train est à 9 €, etc. Alors expliquez-nous, Birgit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe maintenant ? En fait, le gouvernement allemand voulait vraiment inciter les gens à prendre plus le train et ils ont, pour 2 mois cet été, fait le billet à 9 € pour tous les trains régionaux. Donc pas les trains grande vitesse, mais vraiment tous les trains locaux, les TER, l'équivalent de TER, mais les métros. Et c'était un très grand succès. Il y a eu 52 millions de voyageurs. Mais c'était clair aussi qu'on ne pouvait pas continuer comme ça parce que c'était vraiment pas rentable. Et du coup, le gouvernement a décidé de refaire ce billet à 49 € par mois à partir de l'année prochaine. Donc c'est un forfait à 49 €. Voilà, et vous payez 49 € par mois et vous pouvez utiliser tous les petits trains, tous les métros, tous les bus. Donc ça reste très très intéressant, mais il faut dire aussi que les trains étaient bondés. Et effectivement, nous on est du coup 20 millions de plus que les Français et en Allemagne, et ça fonctionne beaucoup moins bien. Et Cassandre Janin, qui est entrée dans le studio, a cherché pour nous des idées à piquer dans les transports un peu partout dans le monde. Et là, vous êtes arrêté au Japon, Cassandre. Bah oui, parce que sa réputation n'est plus à faire. Sur les 50 gares les plus fréquentées au monde, 45 sont au Japon. Et si je vous dis Shinkansen, j'imagine que ça vous parle. C'est l'équivalent du TGV français, mais en beaucoup mieux. Il est connu et reconnu pour sa rapidité, son confort, la qualité du service, mais surtout sa ponctualité. Son retard moyen est de 20 secondes, loin des performances de la SNCF. 20 secondes, c'est génial. Vous connaissez ça, Cassandre ? Mais ça, Cassandre, au Japon, chaque ligne de train ou de métro, chaque station possède son petit jingle, un repère sonore pour ne pas rater sa station. Et là, on est à Tokyo. Une pause et dans un instant, les Français fous de leur voiture. À tout de suite sur RTL. RTL, ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Je lui dis en voiture Simone, en voiture Simone. Eh oui, en voiture Simone, on est au cœur de la vie des Français ce soir puisqu'on parle des transports, de la crise des transports, de cette impression de grand bazar avec notre correspondant étranger Birgit Holzer, avec Eva Morletto, avec Juan José Dorlado et puis avec notre journaliste de RTL, spécialiste de la question, Arnaud Touche. Arnaud, on vient de parler du train, on se dit que finalement, quand on les écoute, on n'est pas si mal lotis en France. Mais c'est maintenant l'heure du transport amoureux, Arnaud. On va parler de choupette, on va parler de titide. Bref, de la voiture des Français. 73% la jugent indispensable, surtout en zone périurbaine et rurale. Et pour les déplacements du quotidien, 75 Français utilisent la bagnole, surtout dans les villes de moins de 100 000 habitants. Arnaud, quels sont les grands défis ? J'ai envie de vous dire qu'il y en a un seul. En vérité, c'est le passage à l'électrique pour toutes ces voitures-là. C'est une volonté présidentielle pour notre pays. Ça va passer déjà par la construction de 3 gigafactories. C'est quoi une gigafactory ? C'est tout simplement une usine où on fabrique des batteries. Il y en aura 3, majoritairement d'ailleurs dans le nord de la France. Et le but, c'est d'avoir toute cette filière, car vous le savez, il y a moins d'un mois, on a annoncé l'ouverture de la plus grande mine d'Europe de lithium, parce qu'évidemment, les batteries, c'est du lithium. Le but, c'est d'avoir toute la chaîne et qu'on puisse effectivement produire des batteries par millions sur notre territoire. On écoute le président Macron. Nous, ce qui nous importe,
c'est qu'au moment où on va accompagner, inciter nos compatriotes à changer de véhicule et à aller de plus en plus vers des véhicules aujourd'hui hybrides ou électriques, et en particulier électriques abordables, d'avoir une production française. Et donc de pouvoir tenir ensemble notre objectif pour le climat, pour la réindustrialisation du pays et pour notre souveraineté. Alors Arnaud, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2035, l'arrêt des véhicules thermiques neufs qui seront interdits à la vente partout en Europe. Juan José Dorado, est-ce que vous serez prêt en Espagne ? Non, certainement pas. C'est très clair. Quand vous avez 47% des Espagnols qui utilisent tous les jours la voiture pour aller travailler, on ne sera jamais prêt. C'est moins que les Français. Hein. Oui, mais 47%, ça reste quand même. Ouais. Mais bon, encore heureux. Mais vous parlez des voitures électriques. En fait, l'Espagne, ce qu'ils essayent, c'est de promouvoir le transport en commun. Oui. La voiture électrique, ok pour l'individuel, mais c'est les transports en commun. Et pour ça, il faut faire le transport en commun gratuit, là où on le peut, justement, pour que les gens aient l'habitude de prendre le transport en commun et pas les voitures, même si elles sont électriques. Est-ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, est-ce que disait votre journaliste, en fait, c'est qu'on essaye de construire des grosses usines à batterie électrique. D'ailleurs, le président espagnol était à Bali lors du G20, essayant de convaincre une fameuse marque des batteries pour s'installer en Espagne. Mais les voitures électriques, pour l'instant, pour nous, c'est encore trop cher. Et puis c'est 50 000 €, c'est ça, une voiture électrique, Arnaud ? Oui, un petit peu moins, mais effectivement, il y a des entrées de gamme qui sont autour des 25 000, 30 000 €. Ça reste évidemment beaucoup plus cher. Et donc ça reste assez cher. Non, on ne sera pas prêt. Je ne le crois pas. En Italie ? En Italie, c'est comme l'Espagne, on n'est pas du tout prêt. C'est simple. En fait, vous avez des gros constructeurs ou... Oui, on avait des beaux constructeurs, mais cette année, de janvier à septembre, on a eu une chute de 23% à moins de voitures électriques qui ont été vendues. Si on fait un terme de comparaison, par exemple, en France, on a immatriculé à peu près 140 000 voitures électriques cette année. En Italie, on est sur 35 000 à peu près. Oui, donc c'est une différence très importante. Il y a différents facteurs à ça, différents facteurs qu'on peut analyser. Premier, en fait, on a baissé les aides fiscales qui étaient destinées à l'achat des voitures électriques, en considérant qu'une voiture à peu près coûte aux environs de 30 000 €, comme disait mon confrère. Et finalement, les aides étaient aux alentours de 4 000, 6 000 €. Donc pour les ménages, c'était pas suffisant. Puis il y avait des aides fiscales données par le programme Next Generation de l'Union européenne qui n'ont pas été utilisées comme il fallait. Et puis il y a un problème d'infrastructure. Il y a des pannes entiers des territoires en Italie qui ne sont pas du tout équipés pour la voiture électrique, simplement pour la brancher. Ah oui, pour la brancher. Tout à fait. Et du coup, et puis il y a aussi le coût de l'énergie. Cette année, il faut considérer ça, que le coût de l'énergie en Italie, de l'électricité en particulier, en n'ayant pas de bouclier tarifaire, ça a explosé. Et du coup, les gens hésitent à se lancer sur l'électrique. Ah oui, donc l'Italie, l'Espagne, l'Europe du Sud, pas vraiment prêt pour 2035. L'Allemagne, Birgit Holzer ? Je ne sais pas si on sera prêt. Effectivement, c'est en train de démarrer quand même. Et effectivement aussi, comme en France, le gouvernement a eu une prime pour l'achat des voitures électriques, mais elle va être diminuée. Effectivement, avec les soucis autour de l'électricité, ça freine un peu la volonté d'achat. Mais clairement, les constructeurs allemands ont compris. Les constructeurs allemands aussi, eux aussi, modifient leur production. Oui, ils savent que c'est ça le futur. Donc forcément, il y a des grands investissements là-dedans. Après, c'est aussi un enjeu pour tous ceux, pour les sous-traitants en fait, tous ces changements. Donc ça a démarré plus lentement qu'on aurait pu l'espérer, parce que ça fait un moment quand même qu'on sait qu'il y aura un grand changement. Mais je pense qu'on va se diriger vers là, oui. Arnaud, il y a quand même l'exemple du Luxembourg. Les transports en commun sont gratuits. Oui. Hein, oui, mais c'est le pays d'Europe où il y a plus de voitures par habitant. Expliquez-nous cette anomalie, Arnaud. Honnêtement, c'est un mystère pour moi. Il se trouve que j'habite à côté de la frontière luxembourgeoise et j'ai vu ce changement très clair. Effectivement, depuis mars 2020, les transports sont totalement gratuits au Luxembourg. Donc là, on parle des bus, des tramways, etc. Ça n'empêche pas, malheureusement, les gens de continuer à prendre leur voiture. Alors certes, vous le savez, en 2020, il y a eu le Covid, etc. Donc il était difficile d'avoir des chiffres très clairs. Par contre, on voit effectivement qu'il y a un peu plus de monde dans les transports en commun. Néanmoins, ils continuent, les Luxembourgeois, à prendre leur voiture, et les frontaliers, naturellement, qui tous les jours passent d'un pays à l'autre. Cassandre, qu'est-ce que vous avez trouvé pour nous sur les réseaux au sujet de la voiture ? Eh bien, je me suis demandé quel était le pays le plus sûr d'Europe sur les routes. Et en fait, le grand gagnant, c'est la Suède, avec 18 décès par million d'habitants en 2020. D'après un bilan de la Commission européenne, c'est 21 de moins qu'en France. Mais dites donc.
Et à quoi ça s'attribue, ça? Eh ben, en fait, ça fait très longtemps que la sécurité sur les routes est un sujet en Suède. C'est par exemple le premier pays à avoir rendu la ceinture obligatoire. Concrètement, là-bas, les routes sont aménagées, les arbres coupés, il y a des barrières pour séparer les vélos des voitures, des milliers de zones protégées et j'en passe. Et la législation, elle est plus dure. Le taux d'alcoolémie autorisé est fixé à 0,2 grammes par litre de sang contre 0,5 en France. Mais la vraie différence, c'est l'amende, elle est proportionnelle au salaire du contrevenant. Ça, c'est génial. L'amende proportionnelle au salaire. Ça, c'est une idée appliquée aux Suédois. Ça paye bien là-bas. Ça serait vraiment avec les salaires espagnols. Oui, c'est vrai. Allez, une pause. Et dans un instant, le PSG. Alors, est-ce qu'il a trouvé son char à voile? Arnaud Touche a mené l'enquête. À tout de suite sur RTL. Ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Avec Birgit Holzer, Eva Morletto, Juan José Dorado et Arnaud Touche, le journaliste RTL spécialiste des transports. On refait la France des transports qui sont au cœur de notre quotidien. Mais là, on va s'évader un peu. On va parler de comment ça se passe pour les personnalités. Vous vous souvenez, énorme polémique en septembre dernier à l'occasion d'une conférence de presse du PSG. Quand on lui demande comment le club va se rendre à Nantes, l'entraîneur Christophe Galtier répond ça. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà, char à voile, Mbappé, Hilar, on s'en souvient. Alors Arnaud, droit de suite, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette polémique? Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'appels entre le PSG et la SNCF juste après, ça c'est évident. Et d'autres clubs de Ligue 1 en réalité, parce que vous le savez, la SNCF peut proposer en fait des trajets personnalisés pour des clubs de football ou de rugby. Selon mes informations, des clubs de Ligue 1 sont à deux doigts de signer avec la SNCF. Peut-être pas le PSG, mais peut-être d'autres clubs de Ligue 1 qui, enfin, j'ai envie de dire, à un moment ou un autre, ont découvert le train, effectivement, et vont institutionnaliser ça pour leur prochain match. Je veux simplement rappeler que, par exemple, pour le rugby, la Coupe du Monde de rugby en 2023, eh bien, les joueurs seront en train, et les joueurs de rugby prennent le train en France. Donc, c'est pas une nouveauté des sportifs dans un train, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est une nouveauté en Europe, Juan José? Est-ce que le Real ou le Barça prennent le train? Non, pas du tout. Ah bon? Non. Alors la première des choses, il y a eu une expérience qui a été faite l'année dernière. C'est le Betis Séville qui avait signé avec la SNCF, pour la SNCF, la Renfe, pour faire des déplacements en train dans la limite d'un certain nombre d'heures de distance. On ne va pas passer 7 heures dans le train. Mais ils ont laissé tomber cet accord à cause des suites du Covid, etc. Donc ils ont laissé tomber l'accord. Donc c'est vrai qu'ils essayent de mettre ça en place, mais en fait c'est une fausse polémique. Cette histoire des chars à voile, c'est quand même une fausse polémique parce que le problème n'est pas de prendre l'avion ou de prendre le train. Le problème c'est que comment vous faites pour déplacer les Neymar, Messi ou autres Ramos, aller dans Singar, bondé sur un quai avec des gens qui veulent des autographes. C'est la sécurité. Non, mais c'est la sécurité aussi des joueurs. Alors, pour les rugbymen, c'est bien parce que la plupart du monde ne les connaît pas. Donc voilà, donc ça passe inaperçu. Pour le Betis Séville, sauf Nabil Fekir, le Français qui joue à Séville, au Betis, peut-être que quelqu'un va les connaître, mais sinon le reste des joueurs, personne ne les connaît. Donc oui, mais pour les grands clubs, c'est complètement impossible. C'est impossible. Tournons-nous vers les grands clubs italiens. Mais oui, parce que nous, par contre, pour une fois, on est devant la France. Nous, on l'a fait. Vous voyez, c'est possible d'aller dans une gare. Non, mais les gros clubs. Gros clubs comme la Juventus quand même. Donc la Juventus a fait un partenariat avec le fameux Frecciarossa. On dirait que je suis sponsor parce que je parle depuis C'est tellement joli comme c'est tellement joli, voilà. Et donc c'est la Juventus voyage avec ce train. Ils ont même fait des prix spéciaux pour les supporters qui voyageraient avec l'équipe. Vous voyez, vous êtes d'une mauvaise foi totale. C'est possible. Après, on est d'accord que les 20 joueurs les plus payés au monde consomment au niveau bilan carbone un peu comme une ville. Donc, c'est qui avait été remarqué. Donc, alors, et le Bayern, comment ça se passe? Oui, le Bayern se déplace surtout en bus, en fait. Voilà. Vous voyez, Juan José, non, mais vous êtes vraiment bus ou quand c'est trop loin, on prend l'avion, mais effectivement, pas de. Tous les gros clubs en Allemagne. Oui. Ils ont des bus en fait. Et les hommes politiques? Les hommes politiques, notamment les Verts, parfois ils prennent le train avec plein de journalistes, etc. C'est arrivé au nouveau ministre de l'Agriculture qui est un Vert, Cem Özdemir, donc un Vert avec des origines turques, qui effectivement est venu son premier jour en vélo pour montrer que pour donner l'exemple.
pour donner l'exemple, effectivement. Mais c'est plutôt rare. Il y a plutôt une exemplarité du personnel politique. Du personnel politique, bien sûr. Nous, on a les voitures bleues. Alors en 2000, on était le seul pays au monde à avoir 600 000 voitures bleues pour le transport de politiques et de personnalités. Aujourd'hui, la voiture bleue, c'est une voiture, une berline de luxe qui est assignée d'office à des élus, à des politiques, à des gens célèbres. Et finalement, voilà, il y en avait 600 000. Aujourd'hui, en 2020, ils en ont calculé, il y en a 26 000. Donc ils ont quand même fait un sacré boulot. Voilà, de coupe budgétaire. Ah non, c'était des voitures pas électriques. C'était des grosses berlines. Pas. Et ça consommait énormément. Il y avait énormément d'opacité sur leur utilisation. Et au point que ça ressemble pas à l'Italie. Au point que, figurez-vous que pour faire en fait un seul kilomètre, pour faire 2,4 km, on mettait 1 litre d'essence. La Formule 1, il faut en fait 3 avec 1 litre d'essence. Donc pour donner l'exemple. Rosé. Alors 125 fois. C'est 125 fois. C'est les fois où le président du gouvernement espagnol a utilisé l'avion ou l'hélicoptère pour se déplacer jusqu'aujourd'hui. En 2022. 125 fois. Donc nous, on n'est pas du tout écolo là-dessus. Alors, pour aller de Moncloa, où réside le président, à l'aéroport militaire d'où il sort l'hélicoptère ou son avion privé, enfin du gouvernement, il fait ce déplacement, pas en voiture, c'est à 20 minutes. Il le fait en hélicoptère. Oh là Donc là. non. Bon, il y a encore un président qui passe son temps là-haut. Allez, merci beaucoup à tous les 5. Ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h. Vous pouvez retrouver l'émission sur RTL.fr et sur l'appli. Passez un excellent week-end sur RTL. Dans un instant, RTL Foot évidemment avec Eric Silvestro et toute l'équipe. Mais juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Aude Vernuccio.